Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Timothée. Salut Timothée. Salut, merci pour l'invitation. Mais merci de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Écoute, je te propose sans plus attendre de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Yes, donc je m'appelle Timothée, je vais sur mes 26 ans cette année et on va dire que dans la vie, j'ai trois volets ou trois matières principales que je pratique au quotidien. La première, c'est la médecine. Je suis en 8e année de médecine pour devenir médecin généraliste qui m'occupe une bonne partie de mon temps. L'autre moitié de ma vie, je dirige un groupe d'investissement immobilier qui a plusieurs activités, principalement de l'activité locative. On achète des appartements, des immeubles, des locaux commerciaux, des locaux industriels et on les garde en location, on fait la gestion, on fait pas mal de choses. Une partie d'achat-revente qui est plutôt minoritaire, une partie on investit dans des PropTech, dans des startups qui tournent autour de la matière immobilière. Et une partie où on fait de la formation, où on accompagne des particuliers ou des professionnels pour les aider à investir dans l'immobilier. Donc c'est mon deuxième gros sujet. Et mon troisième gros sujet du moment, c'est que je suis jeune papa d'une petite fille de 8 mois. Félicitations. Merci, c'est gentil. Donc forcément, ça prend pas mal de temps. Ça fait pas mal réfléchir et c'est une partie, on va dire, à part entière, importante pour moi. Ouais, bien sûr. Bon, comme je te le disais quand je t'ai reçu tout à l'heure, la plupart de mes invités ont effectivement un parcours atypique, mais alors toi, tu cumules quand même pas mal de casquettes. Des casquettes. Et puis surtout, dans l'univers de la santé et de la médecine, je connais quelques médecins et j'en connais pas qui cumulent comme ça plusieurs activités qui sont foncièrement totalement différentes, pas du tout complètement. la même chose, Mais ce qui rend le parcours encore plus riche et intéressant. Et j'imagine que tu t'y trouves des connexions. Donc, carrément. dans un premier temps, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans? Comment tu t'y es retrouvé? Comment ça a commencé? Un peu les prémices de la genèse de tout ça? Ouais. Il y a pas vraiment, pour y avoir réfléchi parfois longuement, je pense pas avoir eu d'éléments déclencheurs du style un traumatisme, quelque chose que j'ai mal vécu ou quoi que ce soit. Ça s'est fait assez naturellement. Mon papa est généraliste. Pas mal de membres de ma famille sont plus ou moins dans le milieu médical, infirmières, préparatrices en pharmacie, tout ça pour mes grands-parents. Donc assez naturellement, les discussions autour du soin, en fait, de comment est-ce qu'on fait pour aider les autres, c'était les discussions de table chez moi depuis que je suis tout petit. Et donc ce qui fait que fin de lycée, je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien le sport. Donc est-ce que je fais une fac de sport? Est-ce que je fais une fac de médecine? Naturellement, je me suis orienté vers une faculté de médecine. J'ai fait ma première année et le point de départ peut-être, c'est qu'à la fin de la première année, moi j'ai eu une éducation assez dure, assez rigoureuse quand j'étais petit, même très sévère. Et donc, ce qui fait que mes parents, malgré que mes parents avaient une très bonne situation, étaient pas dans la mouvance de me dire, on va te donner de l'argent, on va te donner, je sais pas, 1 000 € par mois et avec, tu payes ton loyer, etc., etc. Donc, il fallait que je travaille, j'avais pas le choix. Aller bosser à Carrefour, pas ouf, McDo, pas ouf, Decathlon, pourquoi pas. En tout cas, c'était pas des jobs étudiants qui me faisaient rêver. Et depuis le lycée, j'étais passionné d'un truc, au-delà du sport et du soin, c'était de la psychologie. J'adorais ça. Je lisais plein de bouquins sur la psychologie, sur l'hypnose, la PNL, la programmation neurolinguistique, les thérapies familiales. C'était vraiment un truc qui m'intéressait. Et donc, avec les petites économies que j'avais, je me suis payé une formation pour devenir hypnothérapeute, où l'idée consiste à utiliser l'outil de l'hypnose pour aider des gens à plein de problématiques différentes, perdre du poids, arrêter de fumer, mieux gérer ses émotions. Je fais cette petite formation pendant 3 semaines. Puis au bout de 3 semaines, je me dis, on parlait beaucoup de l'auto-entreprise à l'époque, c'était en 2017, 2018. Je me dis, plutôt que d'aller bosser le samedi à Carrefour ou aller travailler dans un resto les soirs entre midi et 2, je vais monter ma petite auto, puis je vais essayer de faire 2-3 consultations par-ci, par-là. Consultation, tu vois, c'est entre 60 et 80 € pour 1 heure à peu près. Donc, si j'en fais 3 par semaine, 3 fois 24, 240, fois 4, 1 000 €. Super, j'ai mes 1 000 € de revenus étudiants. Magnifique. Donc, j'ouvre mon cabinet début du mois d'août. J'avais fini ma première année de médecine début juin. J'ai fait ma formation, j'ouvre direct après. Et au final, ça a beaucoup mieux marché que ce que j'avais imaginé. À tel point qu'entre août et, on va dire, décembre, je suis passé de 2-3 par jour au début à après 30 par semaine. Ah ouais. Donc j'ai rempli tout mon samedi matin, mon samedi après-midi, mon dimanche toute la journée, une après-midi par semaine où je faisais des séances à la fac, où j'aidais mes collègues qui étaient encore en première année à se préparer mentalement pour les examens, tout ça. Une partie de consultation que je faisais gratuitement d'ailleurs pour la fac à cette époque-là. Et c'est ça derrière qui m'a permis d'avoir du revenu. Ensuite, naturellement, comment je fais pour investir mon argent sur Google? Je tombais sur plein de trucs. L'immobilier est la matière qui m'a le plus séduit. Et puis après, j'ai fait un premier petit immeuble de 3 appartements
moi j'habite en province, hein, donc on est à 1 000 € du mètre carré, 1 500 € du mètre carré, donc voilà, pour 200 000 €, le prix d'un petit studio à Paris, on a un immeuble de 3 apparts. Donc j'ai fait ça, que j'ai acheté, et puis ça s'est fait comme ça, petit à petit. Alors attends, je veux qu'on revienne sur cette partie-là, parce que c'est quand même assez fou de passer de l'un à l'autre. Alors bon, ça s'entend, et puis c'est marrant c'est marrant. Non, parce qu'au regard de ton écosystème familial, je comprends bien que effectivement la psychologie, ça rentre forcément en jeu dans la prise en compte du patient, de comprendre les tenants et les aboutissants, pourquoi il vient, et je pense qu'il y a surtout du mieux-être. Ouais. C'est-à-dire que, alors c'est dépendant des gens, mais moi les gens malheureux m'ont toujours plus touché que les gens malades. Après voilà, chacun voit les choses différemment, et donc c'est pour ça que la plus grande prison qu'on peut avoir pour moi dans la vie, elle est pas forcément dans notre corps, elle est plus dans notre tête. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, de me dire putain, en fait le cerveau, quand on réfléchit, j'avais une prof de SVT au lycée qui disait ça, c'est comme un ordinateur. On y programme des choses quand on est petit. Aujourd'hui, la science démontre qu'entre nos 0 et nos 8 ans, c'est là où on fait tous nos programmes automatiques. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres, alors en fait, ils sont pas libres. Ils sont dépendants de tous les programmes qu'on a programmés quand on était petit. Et moi, je me suis toujours dit, mais putain, comment ça se fait qu'il n'y a pas un mec qui a trouvé un mode d'emploi pour essayer de faire en sorte que même quand on était petit, on nous disait qu'on était moche, du coup, on n'a plus confiance en nous. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver de la confiance en nous? Parce que c'est un bug, c'est un défaut du système. Comment est-ce qu'on fait pour pallier ce système et redonner confiance dans l'esprit de quelqu'un? Et en fait, typiquement, la programmation neurolinguistique est une vision, est un mode d'emploi possible. J'invite tout le monde à tester. Moi, je sais que j'ai testé l'outil. Je suis enseignant en programmation neurolinguistique depuis plusieurs années maintenant. Je l'ai testé sur tout un tas de personnes qui sont venues moi au cabinet, et les résultats, ils sont ouf. Ils sont oufissimes. Même chose pour moi. Bien évidemment, c'est pas de la médecine, hein, c'est quelque chose de complètement différent. Mais c'est un mode d'emploi qui peut permettre parfois de trouver des clés là où d'autres thérapeutiques X ou Y n'arrivent pas à trouver de clés. Donc d'où voilà mon intérêt pour la psychologie. Et tu trouves comment tes patients finalement au début? C'est mes clients. Ouais. Parce que c'est des clients du coup. Exactement, c'est un peu différent. C'est la différence, je m'installe dans la même maison médicale où installé mon papa, qui est médecin généraliste. Puis après, voilà, truc basique. Au début, je fais plein de séances gratuitement. Donc je vais voir le buraliste du village, la coiffeuse. Puis la coiffeuse, je vois qu'elle fume des cigarettes. Je habite pas trop loin du village, donc voilà, tout le monde se connaît, hein. Moi, je suis à la campagne. Elle vient me voir, on fait une séance pour le tabac. Ça marche du premier coup, mais du coup, elle donne ma carte à 10 clients différents. Dans ces 10 clients, il y en a peut-être 4 ou 5 chez qui ça marche. Ils donnent ma carte à 10 clients. Et ça s'est vraiment fait comme ça, petit à petit. J'ai jamais eu de page Instagram, jamais eu tout ça. Ça s'est vraiment fait par bouche à oreille. Vraiment par bouche à oreille. Génial. Donc voilà, je louais mon petit cabinet le samedi, je payais mes frais de ménage. Puis voilà quoi. Et t'as quand même voulu, parce que t'aurais pu finalement avoir cette activité-là, la partie immobilière, et puis continuer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre sur des études de médecine et pas rester parce que pour moi, si tu veux, l'arc, l'hypnose, c'est qu'une vertèbre dans une colonne vertébrale de soins qui, moi, me plaît et me stimule. Ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un internat de médecine générale aujourd'hui, c'est l'approche globale et l'aspect coordinateur des soins qui, moi, me plaît beaucoup. Je suis beaucoup plus attiré par la manière dont on coordonne les soins que le côté expertise que peut avoir un spécialiste, un cardiologue, un néphrologue, tout ça. Et je pense qu'il faut des deux pour que tout le système fonctionne. Mais moi, c'est vraiment cette partie de coordination, de prise en charge globale, de dépistage qui m'intéressait à titre personnel. Donc, si, entre guillemets, je garde mon outil d'hypnose, que j'arrête mes études de médecine, il n'y a aucune globalité. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'aurait aucun sens. Je comprends. Donc aujourd'hui, tu as un parc immobilier plutôt conséquent. Au départ, si tu veux, ça s'est fait. J'ai jamais eu l'ambition, au moment où j'ai signé mon premier achat, de me dire dans 7 ans, j'en aurai 150. Je ferai des locaux commerciaux, des locaux industriels, de la découpe, du découpage parcellaire. Tout un tas de trucs que je connaissais même pas à l'époque. Bien sûr. Et ça s'est fait. C'est vraiment une passion que j'ai eue petit à petit pour la matière de l'immobilier. Et tout ce qui y touche. Je lis beaucoup de papiers sur l'immobilier. Je lis des études économiques sur l'immobilier. Enfin, la matière en elle-même m'intéresse. Tant dans l'aspect pratique que dans l'aspect théorique d'ailleurs, macroéconomique, tout ça. Mais ça s'est fait petit à petit. Vraiment. Certains vont au golf, moi je faisais de l'immobilier. Chacun son truc. Tu t'es fait accompagner, t'as trouvé des gens qui... Au début, alors j'ai acheté des formations sur internet, je pense comme toute personne qui débute. Moi à l'époque, il n'y avait pas 36 000 personnes qui en faisaient. Il y avait Olivier Seban
qui était un des plus connus. C'est la première formation que j'ai achetée. Après, il y avait Hassan le pro de l'IMO qui est arrivé peut-être un petit peu après, un petit peu avant, je sais plus, où j'ai regardé pas mal ses vidéos YouTube. Et puis après, des bouquins, des rencontres, des partages. Et ça s'est fait, voilà, petit à petit. Et puis le terrain, évidemment. Ouais, bien sûr. Alors tout ça, tu le fais en parallèle de tes études de médecine. Ouais. Comment tu fais pour concilier les deux à ce moment-là Concilier les deux, pour être honnête, je bosse tout le temps. Ouais. Parce que la semaine, on va dire que je suis en cours ou en stage de 9h à 17h, grosso modo. Mais moi, de 6h à 9h, je travaille sur mes projets. Le soir, de 17h à 23h, je travaille sur mes projets. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de mystère. J'ai pas de trucs et astuces. Enfin, j'en ai quelques-uns. On en parlera dans la suite de la vidéo. Mais j'ai vraiment travaillé, excuse-moi de l'expression, mais comme un chien. Alors pour deux choses. Déjà parce que j'étais motivé et que j'avais un vrai besoin de me dire que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Okay. En tout cas, je voulais avoir cette liberté de ralentir le jour où j'en aurais envie. Et malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut bien gagner de l'argent sans travailler. Il n'y a pas 36 choses qui existent. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, j'adorais ça. C'était vraiment... C'était le début, tu sais, où on parlait beaucoup sur YouTube du côté Miracle Morning, ma routine matinale. Et moi, je regardais beaucoup ce genre de vidéos et ça me drivait énormément, ça me donnait beaucoup de motivation, notamment des mecs comme Tony Robbins, Franck Nicolas, voilà, qui sont très connus, qui sont vraiment, qui étaient comme des coachs à temps plein avec moi. Je regardais leurs vidéos tous les jours et ça m'a beaucoup drivé pour le coup. Donc aujourd'hui, ce pan-là, cette entreprise qui gère ce parc, donc maintenant c'est MX Entreprise, c'est ça, ouais. Ce que je comprends, et vous faites un peu plus globalement, plus que de l'investissement, c'est devenu un fonds d'investissement. Ouais, exactement. Alors on a 4-5 verticales différentes. La première, celle qu'on va faire le plus, c'est de l'investissement locatif. Donc quand on fait de la recherche de biens, de la recherche d'opportunités, on gère les travaux derrière, on dépose les permis de construire et on met en location et on gère toute la gestion en interne avec mes équipes. C'est ce qu'on fait le plus. La deuxième verticale, c'est du club deal sur certains investissements immobiliers où voilà, un investisseur va me donner un ticket de 100 000 euros. Avec ces 100 000 euros, j'emprunte grosso modo 1 million. Avec ces 1 million, on achète tel local, on fait tel projet et on fait 50-50 sur le projet, chose qu'on fait de plus en plus également. Troisième verticale, c'est des projets d'achat-revente. Alors, on n'en fait pas beaucoup, on en fait entre 2 et 3 par an. Donc, ça représente, à la louche, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On le fait parfois avec des associés, parce que c'est une activité qui prend un peu plus de temps, donc on le fait un peu moins. Quatrième verticale, c'est l'aspect formation, où voilà, via ma chaîne YouTube, via mes réseaux, tout ça, j'essaie d'inciter les particuliers à décoder les clés de la liberté financière, notamment via l'immobilier, qui est, je pense, de très très loin la meilleure astuce et en tout cas la plus balisée parmi toutes celles qui existent. Et dernière verticale, on fait des investissements un peu plus alternatifs dans des PropTech, donc des startups qui tournent autour de projets immobiliers, dans des projets où on essaie d'être vraiment à la naissance même du projet, de prendre des participations en échange d'un soutien, de carnet d'adresses derrière, etc., etc. Ouais. Donc ça fait pas mal d'activités différentes, tout ça tournant autour de la grande matière de l'immobilier. Ouais, bien sûr. Et comment t'as monté cette équipe? Comment t'as eu déjà, comment t'en as eu l'envie? Parce que tu vois, tu me disais que tu voulais te garantir un peu une indépendance et pouvoir faire autre chose. Bon, je pense que tu aurais pu te le garantir avec forcément, à force d'accumuler des biens comme ça, de faire des rentes. Là, t'es allé encore plus loin. Alors, j'imagine que c'est probablement à partir d'opportunités que t'as pu avoir, mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et comment tu l'as construit? Je dirais que peut-être une trame de fond que j'ai toujours eu dans la tête, c'est que moi, je suis passionné de sport, je suis très compétiteur. Je suis un très bon gagnant, un très mauvais perdant. Et ce qui fait que à la fin de mon lycée, évidemment, en première année de médecine, j'ai arrêté le sport. Pour le coup, je faisais de la musculation, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Ah oui. Parce que évidemment, tu vas plus à la salle, tu cours plus, tu manges n'importe quoi. Donc forcément, quand tu fais de la muscu à haute dose, moi j'étais danseur semi-professionnel quand j'étais plus jeune, donc j'étais dans des compagnies pro, je faisais des tournées, festival Chalon dans la rue où j'habite, festival d'Avignon, donc j'étais tout le temps en train de faire de l'activité et ça m'a toujours manqué et j'ai essayé de retrouver un peu cette sorte de notion de performance, de compétition qu'on peut avoir dans le monde des affaires et c'est aujourd'hui une manière aussi pour moi, malgré que je puisse plus faire de la danse comme je veux, faire des compétitions de sport comme je veux, j'arrive à retrouver une notion de challenge, tu vois, une notion de faire plus que la moyenne. Et je pense que c'est la trame de fond qui me drive, peu importe ce que je fais, mais notamment dans l'immobilier.
OK. Alors, récemment, je crois que tu as fait l'acquisition d'un château. Ouais, exact, ouais. Donc encore un projet supplémentaire. C'est ça. Quelle était l'idée derrière tout ça? Eh bien, assez simple. Je suis très proche de mon papa, avec qui j'ai partagé l'aventure de l'immobilier depuis quasiment le tout début. OK. Mon papa travaillait beaucoup quand on était petit, comme beaucoup de médecins généralistes de campagne. Et il a toujours eu un petit goût amer dans la bouche de pas avoir assez profité de ses enfants, que ce soit de moi, de ma petite sœur. Et du coup, je me suis toujours dit, bah tiens, ça pourrait être un kiff plus tard d'habiter pas très loin. Nous, à la campagne, tu sais, ça arrive souvent que dans les exploitations, les agriculteurs, tout ça, il y a la maison des parents et puis la maison des enfants à côté. Et certains trouvent que ça fait un peu pecno. Moi, je trouve que c'est une des clés du bonheur. Et donc, je me suis toujours dit, il faudrait que j'arrive à trouver une propriété, un truc sympa. Je suis passionné d'histoire. Et donc, on a trouvé cette propriété et qu'on a décidé d'acheter. Donc, mon papa, sa compagne, le fils de sa compagne, moi, ma compagne et ma petite fille, pour qu'on soit voilà dans deux. Donc, c'est un château qui est en forme de L. Il y a 2 bâtiments principaux, une grande longère qui a été aménagée, qui fait 400 mètres carrés. Donc, voilà, avec plusieurs chambres, etc. Et une maison de maître et notamment un pigeonnier, qui était une des manières de récolter des taxes à l'époque de Louis XIV. Et donc, moi, où je prends cette partie avec ma femme, il y en a encore une autre partie gîte. Donc, il y a 1000 mètres carrés au total, donc il y a de la place pour vivre. Et puis, des espaces communs. On a une salle de sport en commun, une piscine en commun. Voilà, c'était dans son jus. On a acheté le projet on est devenu propriétaire en septembre l'année dernière. Donc voilà, là on est en plein dans les travaux. On approche de la fin. La partie de mon papa est déjà finie, la mienne n'est pas encore finie. Et ça va permettre notamment à mon papa, voilà, de profiter un peu de sa petite fille, un peu plus, et peut-être de rattraper le coup dans sa vision par rapport à ça. OK. C'est top. Alors j'imagine que ça fait quand même une belle vitrine pour tes activités. Forcément, c'est impactant. Oui, c'est clair. Même si. Et puis, étant passionné d'histoire, pour la petite histoire, ce château, c'est un château qui date du XIIIe siècle, qui est un ancien bastion templier, propriété de l'ordre de Malte, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, voilà, qui est un des héritages, une des verticales en héritage de la sphère des Templiers, une fois qu'ils ont été exilés par le roi de France, tout ça. C'est ensuite devenu la propriété d'un général de Napoléon. Donc, à l'intérieur de la maison, j'ai encore les plaques de cheminée avec le visage de Napoléon, etc. Et encore les armoiries d'un monsieur qui s'appelait Brunet de Nom, qui était un général de Napoléon et notamment conservateur du musée du Louvre. Donc, il y a toute une histoire derrière qui, moi, me fascine et j'y pense le matin quand je me lève, le soir quand je me couche. J'adore ça. Donc, c'est aussi un vrai plaisir de rénover une vieille bâtisse avec toute cette histoire et d'essayer de lui donner un peu sa gloire d'antan. C'est une bâtisse qui a plutôt été considérée comme une ferme bourgeoise agricole. Donc voilà, qui était vraiment dans son jus et c'est un vrai plaisir de lui redonner un petit coup de noblesse, quoi, on va dire. Ouais, bien sûr. Comment t'as trouvé ce bien? Eh ben, voilà, comme tous les autres, hein, bouche à oreille, une annonce sur Internet. Je suis allé visiter une fois, visiter 2 fois. J'ai fait une offre, elle est pas passée. Trop basse, elle était 400 000 € en dessous du prix. Je m'en doutais un petit peu. Ils ont accepté une autre offre d'une personne qui est pas allée au bout parce qu'elle a pas eu son crédit ou pas eu son permis de construire. Ils m'ont rappelé en me disant, est-ce que vous êtes prêts à remonter un peu votre prix? Nous, on veut vraiment se débarrasser de cette propriété pour raison X ou Y. J'ai remonté un petit peu mon prix, eux sont quand même bien descendus. On a fait le deal comme ça, et puis voilà, ça se fait un deal classique, quoi. Bon timing. Bon timing, à 5 minutes de l'endroit où je travaille, donc juste à côté de mes bureaux, j'ai une maison médicale, juste à côté de l'endroit où mon papa a son cabinet également, donc super. 5 hectares de terrain, 4 hectares de prairie, 1 hectare de bois, l'ensemble de la propriété entourée de douves, un endroit où il y a même un petit étang. Donc voilà, une vraie petite forteresse pour ma petite famille. Ouais, il va y avoir de quoi faire, de beaux projets sur un paquet d'années. Exactement, ouais. Exactement. Génial, écoute. C'est top. Comment tu te vois dans l'avenir concilier ces activités-là qui vont certainement continuer à croître et tu vas probablement accompagner de plus en plus de personnes et toi, tu auras certainement des projets perso comme Bien ça sûr. à développer. De l'autre côté, tu as ton activité de médecin qui a l'air quand même à laquelle tu es très attaché, je pense, parce que voilà le contexte familial et puis t'as pas sacrifié autant de choses. C'est ça. Et puis c'est une notion qui est très particulière que quand on dit un soignant, soit une infirmière, une aide-soignante, en fait c'est tout pareil. C'est que quand tu as rendu un service à quelqu'un, que ce soit de lui faire sa toilette, jusqu'à lui faire sa prise de sang, jusqu'à lui prescrire ses médicaments, jusqu'à lui sauver à la vie, au final, tu arrives à percevoir dans ses yeux une reconnaissance
ou en tout cas chez moi, et je pense que c'est la plupart des soignants, ça a déclenché un truc où tu te dis, oh, putain, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Ouais. Enfin, ça peut pas être la seule fois où je ressens cette sensation, et ça devient un peu comme une drogue après, sans tomber dans le syndrome du sauveur, etc. Mais il y a une valeur différente du fait de gagner sa vie en aidant les autres que de gagner sa vie pour gagner sa vie, je trouve. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr, c'est certain et effectivement, tu as le luxe, mais mérité parce que tu t'es battu pour, Oui. de pouvoir avoir une assise financière, d'un côté, qui te permet d'exercer, comme tu le souhaites, Exact, ouais. ta mission de l'autre côté. Ouais, tout à fait. Et donc ça, tu comptes l'inscrire comment? Est-ce que tu comptes te mettre à ton compte? Quel temps tu comptes y allouer? J'imagine que ça a peut-être évolué dans le temps. Tu vas peut-être tester des choses au Ouais, début. alors j'ai pas forcément de programme, on va dire, prédéfini, mais oui, moi j'envisage plutôt une installation libérale pour pouvoir choisir mes horaires, faire un petit peu ce que je veux, faire la sous-spécialité médicale que j'aime bien. Moi, j'aime bien la médecine du sport, donc j'aimerais bien faire plus de locomoteur que de pose de frottis, que de pose de stérilet ou de gynéco, ou de pédiatrie, de choses comme ça, qui sont un petit peu moins mon truc. Mais après, en termes de gestion de temps, actuellement, la médecine, c'est 4 jours par semaine. On a 4 jours de stage par semaine, une journée de formation de temps en temps. Voilà, je pense que je réduirais un peu pour être à peut-être 2 jours et demi, 3 jours par semaine, en sachant qu'une journée de boulot pour moi, c'est entre 12 et 14 heures, hein. Donc ça fait déjà en 3 jours, j'ai fait un temps plein à l'hôpital, on va dire. Et puis le reste du temps, pouvoir faire les deux. La chance qu'on a dans l'immobilier, on en a deux. La première, c'est que il y a des périodes de rush et des périodes de latence. Et l'avantage quand on a un métier où on peut accélérer, décélérer, ce qui est le cas d'une profession libérale, bah on peut permettre de jouer sur les deux, parfois de faire plus de consultations, parfois d'en faire moins. C'est quelque chose de possible. Et surtout, on a besoin de peu de personnel parce qu'on fait pas mal de choses par soi-même. C'est une activité, contrairement à tout un tas d'autres où on a peu de ressources humaines. Donc, ce qui fait qu'on a une grande flexibilité d'adaptation, de planning. Et ça, pour le coup, c'est confort. Ouais. C'est une belle liberté de travail et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est voilà de pas être enfermé dans quelque chose où j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, je peux pas repartir quand je veux en vacances, etc. Et pour ça, l'installation libérale, je pense, c'est tout indiqué. Ouais, complètement, bien sûr. Et du côté de ton activité immobilière, et donc de MX Entreprises avec le fonds d'investissement, tu m'as dit que tu étais compétitif. J'imagine que tu as quand même une vision là-dessus. Bien sûr. Où est-ce que tu souhaites l'amener? Qu'est-ce que tu comptes faire? À quel niveau? Ouais. Bah, très clairement, hein, moi, mon objectif, c'est de devenir un des plus gros fonds d'investissement immobilier de Bourgogne-Franche-Comté, parce que c'est le marché sur lequel j'évolue majoritairement. Pour l'instant, j'ai pas ambition à aller sur un autre marché, lyonnais, strasbourgeois, parisien, tout simplement parce que je pense pas avoir les compétences pour y aller. Raison pour laquelle j'investis principalement, voilà, entre Besançon, Dijon, Semur-en-Auxois, plus au nord, jusqu'à Mâcon, plus au sud, Belleville-sur-Saône, en périphérie, on va dire, lyonnaise. Et c'est vraiment le marché sur lequel je connais beaucoup de choses. Je connais la démographie des villes pour certaines par cœur, la croissance économique, le nombre d'entreprises par habitant. Enfin, voilà, j'ai vraiment étudié ce marché-là, je le maîtrise, j'ai le carnet d'adresses sur ce marché-là. Et l'idée, voilà, c'est d'être une des plus grosses foncières privées du coin, que ce soit sur des activités locatives, des activités de promotion, puis petit à petit, voilà, faire grossir l'assiette patrimoniale, la mienne et celle de mes partenaires, le plus possible, quoi. Ouais, bien sûr. Écoute, génial. Maintenant qu'on sait tout ça et qu'on a posé le décor, si demain tu devais recommencer ton activité immobilière de fonds d'investissement from scratch, au regard de ton expérience, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas? Alors, qu'est-ce que je referais le plus, et je pense que c'est une erreur assez classique des gens qui se lancent dans l'immobilier, c'est de ne pas faire l'effort d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus complexe que d'acheter un appartement nickel, pourquoi pas du neuf, de le louer et de se dire bah, j'espère que ma mensualité de crédit va être compensée par mes loyers. C'est une discipline où quand on veut gagner de l'argent, en fait c'est simple, mais il faut pas être feignant. Et c'est pour ça, j'avais un repas hier avec Oussama Amar que tu connais un petit peu. Et je lui disais, putain, dans le monde des startups et tout, l'immobilier, ça a pas la cote. Et je lui dis, mais tu sais, moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, les derniers de la classe qui étaient avec nous au collège, moi, j'étais plutôt dans les premiers de la classe quand j'étais plus petit. Et je m'entendais très bien avec les gens qui étaient dans le fond de la classe. Les gens dans le fond de la classe, il y en a pas beaucoup qui montent des startups, qui ont fait des écoles de commerce, qui sont ingénieurs, etc. Par contre, dans le milieu de l'immobilier, il y en a beaucoup. Ah ouais. Et en général, ils sont très bons. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est vraiment un métier de la démerde. Et en général, quand tu étais pas trop bon au collège, bah, tu te démerdais soit pour pomper sur le voisin, soit pour essayer d'obtenir la copie. En tout cas, d'en faire le moins possible pour être le plus efficace.
Et ça, c'est vraiment la guideline de l'immobilier, c'est que il faut arriver à traiter problèmes les uns après les autres. Et si aujourd'hui, tu estimes que tu n'as pas le temps, pas les compétences ou pas l'envie pour se démerder quand il y a des problèmes, faut pas faire d'immobilier. Parce que voilà, même moi aujourd'hui qui ai fait plus d'une centaine d'opérations, on pourrait dire que j'ai tout vu. Non, j'ai pas tout vu. Et à chaque opération, il m'arrive un truc qui est pas arrivé. Un coup, c'est l'arbre qui tombe sur la propriété. Un coup, c'est il y a une infiltration par le toit alors que je suis sur compromis. Comment est-ce qu'on fait au niveau des assurances? La personne, elle est pas assurée. Comment est-ce qu'on... Voilà, il y a toujours des choses qui arrivent qui ne sont pas prévues et il y a toujours des solutions. Dans 99,9% des cas, mais il faut avoir cette démerde de demander, d'appeler un conseil, d'appeler un avocat, d'aller sur place, de discuter, de trouver des solutions de concert. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette matière de l'immobilier. Mais je pense que si je recommençais depuis le début, j'essaierais, avec l'expérience qu'aujourd'hui, d'avoir moins peur, d'aller sur des trucs un peu plus sportifs, acheter un grand appartement, le diviser en deux, qui permettent mécaniquement d'avoir plus de rentabilité, mais qu'on fait pas au début parce qu'on a un peu peur. Poser un permis de construire, je sais pas trop comment ça marche. Puis après, est-ce que deux petits T2, ça se vend vraiment plus cher qu'un T3? Avec l'expérience, tu le sais que deux petits T2, ça se vend plus cher qu'un grand T3 de la même surface. Donc, j'irai plus vite sur ce genre d'opération un peu plus rentable. Et je ferai moins ce que la masse fait. J'achète un Pinel à l'autre bout de la France. Tous les mois, je suis obligé de mettre 200 € de ma poche. Je prie pour qu'un jour, je puisse le revendre un peu plus cher que ce que je l'ai acheté, même si en réfléchissant, je sais que ça n'arrivera pas. Donc, j'irai voilà, un peu plus sur ces opérations un peu plus sportives, un peu plus travaillées. Je travaillerai un peu plus, on va dire. Je resterai moins sur mes acquis. Ouais, bien sûr. Ce serait une des pistes, en tout cas. Ouais, c'est sûr que ce qui peut faire peur, c'est effectivement après aller chercher des artisans pour faire les travaux. Comment tu vas gérer les travaux? Est-ce que tu peux avoir confiance en eux? C'est vrai qu'on entend plein d'histoires où ouais, c'est sûr. effectivement ils quittent enfin des artisans peuvent quitter le chantier pour X ou Y raison. Oui. Et donc effectivement, il faut être prêt à... C'est ça. Mais tu vois, un problème sur deux avec les artisans en France, c'est que les personnes découvrent qu'ils n'ont pas forcément de garantie décennale, qu'ils n'ont pas d'assurance. Mais sauf que tu ouvres n'importe quel bouquin qui parle d'investissement immobilier, travaux, ligne numéro 1, toujours demander une attestation d'assurance. Et en général, les gens le font pas parce qu'ils le savent pas. Les gens, ils le font pas parce qu'ils ont un peu bâclé leur projet. Ouais. Parce que dans le fait, ils auraient pu avoir l'information, elle est disponible partout, mais souvent, les erreurs qu'il y a dans l'immobilier, c'est des erreurs par manque de temps ou manque d'intérêt qu'on a porté sur son projet. Assez souvent. Et moi, la plupart des erreurs que j'ai fait, c'est à cause de ça. Hein. C'est pas parce que j'avais pas la donnée, mais c'est parce que voilà, j'ai pas pris le temps de passer le coup de fil pour lui poser la question. Puis j'étais un peu mal à l'aise au début. Première fois, tu vois un artisan, un maçon, tu te dis, bah, vous pourriez m'envoyer votre attestation décennale. T'oses pas trop, tu sais pas trop, t'es un peu timide. Et moi, vraiment, si j'aurais un conseil à donner, c'est d'inciter les gens à se dire, non, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. On peut pas faire ça à par-dessus l'épaule, en bâclant le truc, en se disant, bon, les artisans vont gérer tout seuls. Non, les artisans vont pas gérer tout seuls. Faut passer une fois par semaine sur le chantier. S'il y a quelque chose qui va pas, faut pas avoir peur de dire, ah, écoutez, les gars, là, le mur, je le voulais blanc, vous l'avez mis blanc cassé, mais moi, je le veux blanc. Voilà, pas hésiter à dire les choses et en général, ça se passe bien. Et même s'il y a des petits problèmes, ça se gère dans 99,9% des cas, encore une fois. Mais voilà, faut oser faire le travail jusqu'au bout. Ouais. C'est, je pense, le plus grand défaut qu'on a quand on se lance et donc le plus grand défaut qu'ont la majorité des propriétaires français, puisque la majorité ont acheté un bien dans leur vie, c'est de faire les choses de manière trop superficielle et de pas voir ça d'un côté un peu professionnel quand même, un peu important. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et donc entre faire de l'achat-revente et de l'achat pour mettre en relocation, est-ce qu'on se sur un patrimoine? Comment tu vois ça aujourd'hui? Alors le raisonnement, il est mathématique. Hein. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'achat-revente et que tu n'as jamais fait de projet immobilier avant, moi personnellement, je connais aucune banque qui te suivra. Ouais. Sauf si tu as des fonds parce que ton père, ta mère, ta tante ont de l'argent et qui te donnent de l'argent et que tu mets 55% d'apport, 60% d'apport. Mais mis à part ça, aujourd'hui, les banques qui suivent sur des marchands de biens, elles demandent des portfolios d'opérations. Et en général, si tu n'as jamais fait de locatif avant, elles ne te prêtent pas. Donc la question de dire est-ce que je commence par l'achat-revente ou est-ce que je commence par la locative, c'est une fausse question. Okay. Parce que tu es obligé en fait de commencer par le locatif pour faire de l'achat-revente, mis à part exception, encore une fois. Donc voilà, le premier truc, moi, que je ferais à l'heure actuelle, c'est j'achète un grand T3, je le divise en deux T2, je loue les deux T2. Okay. Voilà, c'est vraiment une opération assez basique. Il y en a dans toutes les grandes villes. On arrive à y trouver une belle rentabilité, soit en faisant de la colocation, soit en faisant de la location meublée simple, notamment via le régime LMNP qui est un des plus intéressants aujourd'hui, même si on commence à discuter de sa disparition, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Donc, je commencerai par là. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu
toi, tu as commencé tôt. Ouais. Tu t'es battu pour avoir les ressources financières pour. Ouais. J'ai compris que tu as aussi participé avec ton papa dans ces projets, donc j'imagine que ça a forcément aidé un peu. Mais Bien sûr. qu'est-ce que tu, en tant que étudiant, mais qui a un peu de ressources, qu'est-ce que tu conseillerais si tu devais recommencer demain, par où tu commencerais, un peu le conseil que tu pourrais donner là-dessus? Évidemment, déjà de gagner des sous, Ouais. parce que aujourd'hui, quelqu'un qui ne gagne pas d'argent ne peut pas emprunter. Mmh. Tout simplement par gestion du risque de la part d'un organisme bancaire. Il ne peut pas prêter de l'argent en ayant une garantie de 0 salaire derrière. Alors après, on peut faire des montages. Alors moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai certains copains, par exemple, leurs parents gagnaient un peu de sous, sans qu'ils soient riches, mais ils gagnaient à 2, peut-être 5 000 euros par mois, 2 500 euros chacun. Et ben, c'était les parents qui se portaient caution pour le crédit immobilier du jeune homme ou de la jeune femme qui, elle, s'occupait de la gestion locative derrière, etc. Mmh. Moi, c'est des choses que j'ai jamais fait. Malgré le fait que j'ai quasiment tout le temps investi avec mon papa, il a jamais pris une caution pour moi Mmh. et j'ai jamais pris une caution pour lui non plus, mis à part la caution de l'âge étant plus jeune. Donc, je conseille pas forcément ce genre de méthode-là, Ouais. mais plutôt de trouver un moyen de gagner un minimum d'argent. Ça peut être de l'alternance, ça peut être un job étudiant, ça peut être 1 000 euros par mois. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les opportunités qu'on a, que ce soit le business en ligne, que ce soit du conseil, tout ce qu'on peut voir sur Internet, il y a quand même des moyens, même quand on est étudiant et qu'on a déjà 40 heures par semaine à faire dans nos études, il y a moyen d'en faire 20 de plus et quand même de gagner un petit peu d'argent, au moins un minimum, au moins une stabilité qui permette à la banque derrière d'aller faire un ensemble de garages, un petit studio en province, pourquoi pas de s'associer avec un copain qui lui travaille déjà un petit peu plus âgé et de lui Mmh. dire voilà, moi je gère l'opération, toi simplement tu fais un peu la garantie bancaire derrière et derrière développer un premier projet. Voilà, ou vraiment purement basiquement, c'est je gagne un peu de sous parce que je viens de finir mes études, je gagne 1 500, 2 000, 2 500 euros par mois. J'achète ma résidence principale, j'achète un truc pourri, je le retape, je vis 6 mois et 1 jour dedans. Définition de la résidence fiscale, je le revends, je suis exonéré d'impôts, j'encaisse 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Avec ces 50 000 euros, je fais un petit apport pour un petit immeuble de 2, 3 appartements. Je les mets en location, je le découpe, j'en garde 2, j'en revends un. Et puis ensuite, petit à petit, le Monopoly avance comme ça, quoi. Mmh. Enfin, et c'est à titre personnel comme ça que j'ai fait étape par étape. C'est vraiment l'évolution dans l'immobilier de tout en bas jusqu'à très 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 haut. C'est tout le temps la même chose, c'est toujours en marge d'escalier. C'est j'achète. Ah, je suis bloqué. J'arbitre mon patrimoine, je revends un petit peu, mon patrimoine baisse, ma liquidité augmente, je rachète, je revends, j'arbitre, je rachète. Et ça évolue sur une exponentielle cassée, comme ça, à l'infini, entre Mmh. guillemets, enfin jusqu'au bout du jeu, quoi. Ouais. Parce que comment ça se passe à ce niveau-là quand tu as donc quand tu alors oui, j'imagine que c'est un autre cas d'usage, mais pour les personnes qui n'en font pas une activité à vocation à vraiment À croître, part mais entière, ouais. ils vont être limités par le taux d'endettement, où en fait tu vas avoir ton bien, ta résidence principale avec ton crédit et puis ton investissement locatif. Mais si Ouais. t'as pas fait ce projet d'en acheter un pour le diviser, un garder en location et l'autre le revendre pour apporter des fonds. Comment tu fais pour pas être bloqué? Ouais. Ouais. Grosso modo, il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a 4. La première, c'est j'augmente mes revenus. Le taux d'endettement, c'est une fraction. C'est combien j'ai de crédit sur combien j'ai de revenus. Ouais. Donc, je peux jouer que sur ces 2 paramètres-là. Donc, première solution, j'augmente mes revenus. Plus j'ai de revenus, ça fait baisser mon taux. Deuxième solution, je diminue mes dettes. Je revends la jolie voiture que je me suis achetée à crédit, la belle Mercedes. Je trouvais ça sympa, mais bon, c'est un peu cher. Ça me coûte 400, 500 euros par mois. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Je la vends, je récupère de la capacité d'endettement. Deuxième solution. Troisième solution, je supprime l'aspect résidence principale, le passif de l'immobilier, et j'investis plutôt sur des actifs. Pourquoi? Parce qu'en investissant dans un appartement qui va te générer des loyers, ces loyers viennent s'additionner à tes revenus. Et c'est ce qu'on appelle le calcul additionnel des loyers. Alors, les banques prennent une pondération. C'est-à-dire que si tu encaisses 1 000 euros de loyer, la banque considère, donc les pondérations sont différentes en fonction des organismes bancaires, entre 50 et 70%. Prenons 70, ça veut dire que sur tes 1 000 euros de loyer, la banque considère que tu en as que 700. Ces 700 viennent s'ajouter à tes revenus. Mais si tu as 700 de mensualité de crédit, ça veut dire que ton appartement qui te coûte 700, tu rentres 1 000, mais la banque considère que tu rentres 700, ça veut dire qu'il ne fait pas bouger ta fraction. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fait que si tu restes sur des investissements immobiliers rentables, qui ont de la marge par rapport à la mensualité de crédit, d'où l'intérêt de prendre une mensualité de crédit un peu plus longue que sur 15 ou 10 ans, ça va te permettre de ne pas trop grignoter ton taux d'endettement et petit à petit, d'augmenter ta capacité à investir.
Donc, au final, le problème du taux d'endettement, c'est un faux problème, parce qu'il y a ces 3 aspects pour le bonifier ou l'augmenter. Et enfin, 4e solution, c'est de le contourner. Le taux d'endettement, c'est une réglementation qui émane du HCSF, au Conseil de stabilité financière, mais qui ne concerne que les clients particuliers. Non seulement les particuliers, dans les 100% de clients particuliers qu'a une banque, elle peut déroger à ces dossiers pour 20%. Et dans ces 20%, il y en a 16% où ça doit être des primo-accédants pour une résidence principale. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 4% au total de tous les dossiers où la banque peut déroger et faire dépasser à son client le taux d'endettement. Est-ce que tu sais, statistiquement, dans une banque X ou Y, dans n'importe quel quartier de Paris, quel est le pourcentage de dossiers qu'elle reçoit qui sont pour des projets locatifs, d'après toi? 5%. Ah ouais, ok. 5% de ces dossiers de crédit, c'est pour des dossiers locatifs. Donc, ça veut dire que les gens se disent « Ah oui, mais si c'est 4% des dossiers, pourquoi ils le feraient pour moi ?» Ils le font pour vous parce que en fait, ils ont que ça. En fait, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que le banquier, il préfère largement prêter de l'argent pour du locatif que pour une résidence principale. Une résidence principale, le risque est beaucoup plus grand. Je fais reposer un risque sur les revenus de la personne, l'hypothèque de la maison, et c'est tout. Dans le locatif, les revenus de la personne, l'hypothèque de l'appartement et les revenus de l'appartement qui vont être loués. Donc, en termes de gestion de risque, tu vois, si tu es un gestionnaire de portefeuille bancaire, tu préfères largement aller vers du locatif que vers de la résidence principale. Ouais. Et donc, autre solution pour le contourner, c'est donc d'être un acteur professionnel du marché et d'investir via une SCI à l'IS, par exemple. Tu rentres dans ce qu'on appelle les crédits immobiliers professionnels, dans une grande catégorie, un pool bancaire qui est différent. Et donc là, le banquier, même s'il regarde ton taux d'endettement, il a la liberté de le dépasser sans risquer d'amende ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même pas mal de solutions et c'est une fausse croyance de société de penser qu'à cause de ce taux d'endettement, je vais pas pouvoir faire. Non, il y a des moyens de le contourner. Et moi, aujourd'hui, il est à, je sais pas combien de temps, je le calcule même pas. Ouais. J'imagine. Pour passer sur le côté professionnel SCI, tu puisses emprunter via ta société, j'imagine qu'il faut quand même avoir fait des opérations au préalable, non? Pas forcément. Moi, j'ai toujours investi en SCI, par exemple, sauf pour ma résidence principale, dans le cadre d'un achat-revente en résidence principale où j'étais en perso. Mais sinon, j'ai toujours investi via des SCI à l'IS. Il y a 2 types de SCI. L'IR, l'impôt sur le revenu, tu es considéré comme un particulier puisque dans ta déclaration d'impôt, on verra tes biens fonciers et les revenus qui en émanent. Alors que la SCI à l'IS, c'est bien une société à part entière, qui est une société civile, mais qui a des caractéristiques d'une société commerciale, qui a un bilan, qui a un compte de résultat, qui a des bénéfices, qui peut verser des dividendes. Et dans ce cas-là, tu peux tout à fait le faire, même depuis ton premier achat. Et d'ailleurs, bien souvent, si quelqu'un a déjà fait le test, d'aller voir un conseiller, de lui présenter 2 dossiers, je peux acheter en perso ou en SCI, le conseiller dira « Ah bah c'est pas du tout la même chose. On parle du même projet, les mêmes personnes, mais c'est pas les mêmes agrémentations, c'est pas les mêmes calculs, c'est pas la même gestion de risque, c'est pas la même assurance. » Donc c'est vraiment 2 pools bancaires qui sont assez distincts. Ouais. Et quel serait l'intérêt de ne pas vouloir aller sur une SCI? En fait, la SCI, il faut se dire que les revenus qui vont émaner de ta location, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la société. Alors, même si tu as 99 parts et que ta grand-mère a 1% des parts, on peut dire que c'est ton argent. Mais pour se le verser, derrière, il va falloir se verser du dividende ou de salaire. Donc, ce qui fait que la SCI est un mauvais véhicule pour quelqu'un qui veut vivre de ses revenus immobiliers à court terme, devenir rentier. Et le LMNP est beaucoup plus tout indiqué. Par contre, c'est un excellent véhicule pour garder de l'immobilier à long terme et pour accumuler du patrimoine immobilier. Donc, c'est 2 optiques différents. Moi, je suis toujours passé par une SCI à l'IS, puisque assez tôt, grâce encore une fois à des vidéos sur YouTube, j'ai appris que c'était le véhicule qui permettait de créer de l'amortissement, de diminuer son imposition pendant la durée de détention du bien. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Moi, je voulais pas du tout faire de l'immobilier pour gagner plus de revenus au quotidien et améliorer mon quotidien avec plus d'argent. Raison pour laquelle je suis passé par une SCI. Mais si ton objectif, c'est de se dire, moi, je vais acheter un appart et le cash flow que je vais générer, je veux l'utiliser pour aller au ciné, pour aller voir des spectacles, pour partir en vacances, il vaut mieux acheter en perso. Mais par contre, il faut savoir qu'en perso, au bout d'un moment, tu seras plus limité que via une SCI. Donc, tu pourras en faire moins. Mais il y a des solutions. Tu en vendras une partie, tu diminueras ton endettement, tu créeras une SCI, tu pourras même te racheter à toi-même des biens. Enfin, il y a
plein de solutions qui existent. Ouais, bien sûr. Après, effectivement, on va pas rentrer dans les détails, mais sur la partie entreprise, il y a plein de gestion financière micro dedans où tu peux déduire des travaux, etc. Exactement. Les taux d'intérêt, la taxe foncière, plein de choses. Exactement. Mais bon, donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, qui iront là-dedans, c'est qu'ils auront déjà fait l'effort minimum pour s'intéresser et aller plus loin. Carrément. Alors, dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui globalement ont fait des études supérieures et qui travaillent en start-up, en agence ou en grand compte, mais qui ont une appétence pour l'entrepreneuriat. Ouais. Et effectivement, c'est la population que je fréquente au quotidien, mais peu ont passé le pas justement de faire un investissement comme ça par peur de pas connaître, d'avoir bougé de ville, de pas forcément connaître le patrimoine. Quand on est à Paris, je suis vraiment pas sûr que ça soit le meilleur champ de bataille pour commencer. Et puis, il y a forcément un déficit de connaissances de prime abord. Et alors c'est génial, on a une multiplicité de ressources pour s'informer, mais ou non, presque trop. On ne sait pas où aller, voilà. Quelles seraient tes recommandations là-dessus pour quelqu'un qui a pas passé le pas, qui a une capacité certaine, qui a pas un salaire mirobolant, mais qui est un seuil tout à fait qui permettrait d'aller chercher un emprunt auprès de la banque. Qu'est-ce que tu lui recommanderais globalement, comment répondre à cette problématique de géographie, où aller et au besoin comment se former, et voilà, comment toi t'aurais fait se lancer. Voilà. Alors, je pense que la réflexion qu'il faut avoir de base, c'est quelle est la quantité de temps et d'énergie que tu veux allouer à ce projet, parce qu'en fonction de ça, il existe plusieurs solutions et tu vas nécessairement pas t'orienter vers les mêmes. La première, c'est de gérer son investissement tout seul de A à Z. Donc à ce moment-là, je pense que formation quasi obligatoire, au moins une, voire deux pour peut-être comparer les points de vue, etc. Chaîne YouTube, la mienne a poncé de A à Z. Chaîne YouTube de tous les gens de la niche a poncé le plus possible pour vraiment que la connaissance devienne fluide. Et je pense que plus elle est fluide, plus on est en confiance, plus c'est facile de passer le pas, évidemment. Comme tu disais, c'est principalement par manque de connaissances. Et ensuite, un peu from scratch, on va dire, tu cherches une ville, tu fais ta recherche, tu vas faire tes visites et tu fais tout par toi-même. C'est la première possibilité. C'est celle qui demandera le plus d'énergie, le plus de temps, mais qui sera peut-être une des plus rentables, nécessairement. La deuxième, c'est de se dire, je veux le faire par moi-même, mais il y a des étapes que j'aime pas trop. Aller chercher un dossier bancaire, je sais pas trop faire. Trouver le bien, pas ouf. À ce moment-là, si t'aimes pas trouver le bien parce que t'as pas le temps de faire des visites, tu peux faire appel à des chasseurs immobiliers. Il y a tout un tas de boîtes très facilement trouvables sur Internet qui peuvent trouver un bien immobilier rentable pour toi. Tu leur donnes le secteur, une map, on va dire, et puis eux, ils vont faire les visites et ils te proposent des choses et ils prennent une com d'agent immobilier. Tu peux faire la même chose pour le crédit. Tu peux passer par un courtier en crédit. Si t'aimes pas les travaux, tu peux passer par une entreprise de maîtrise d'œuvre. Donc voilà, tu peux déléguer certaines parties et gérer celles où tu te sens un peu plus en confiance. C'est la deuxième solution. Elle est un petit peu moins rentable, évidemment, parce que tu vas donner une com à tous ces acteurs pour faire ce travail. La troisième, c'est d'aller vers une gestion qui est 100% déléguée. C'est-à-dire que c'est toi qui vas faire, mais tu vas passer par des plateformes telles que investissementlocatif.com pour ne pas les citer, qui fait partie des plus connus, où voilà, tu fais un rendez-vous avec eux, tu établis les grandes lignes, ils trouvent le projet, ils le négocient pour toi, ils t'aident à faire ton dossier bancaire, ils s'occupent des travaux, de l'architecture d'intérieur si besoin et de la gestion locative derrière. Donc tu vas entre guillemets rien faire ou pas grand-chose, et ça peut être aussi une bonne manière d'apprendre avec des gens qui font ça tous les jours. Quatrième solution, c'est de participer à une foncière privée comme la mienne, par exemple. Alors, c'est plus pour des gens qui ont déjà un peu de capitaux, 50 000, 100 000 euros à placer, où tu te dis, je vais me référer à une foncière avec un investisseur qui lui maîtrise parfaitement ce travail-là. Je vais lui demander de m'expliquer chacune des étapes. Moi, je mets un ticket de 50 000. C'est ce que nous, on propose. L'investisseur met un ticket à l'intérieur d'une société où on est à 49-51%, grosso modo. Nous, on s'occupe de tout le travail derrière, de trouver le deal, de le négocier, gérer les travaux et faire la gestion locative derrière. Et ça permet de faire un premier deal qui soit un peu encadré et une première base de départ. Et enfin, dernière solution, si tu veux pas, par exemple, lever de l'argent dans une banque, parce qu'il y a aussi des personnes parce qu'ils n'ont pas assez de bilan dans leur entreprise, parce qu'ils veulent pas faire de crédit, c'est d'investir dans de l'immobilier fractionné. On parlait de BRICS tout à l'heure, qui est une bonne solution pour des petits montants. On peut parler de SCPI pour des montants un petit peu plus gros aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de manières d'investir dans l'immobilier, mais la réflexion de base qu'il faut avoir, c'est quel est le temps, l'énergie et évidemment l'argent que tu veux y allouer, parce qu'en fonction de ça, la stratégie que je conseillerais à titre perso sera pas la même. Ouais.
Bien sûr. Alors jusque-là, on a parlé beaucoup à vocation des particuliers finalement, même si tu peux prendre un véhicule après type entreprise comme une SCI. Ouais. Mais pour ceux qui voudraient se lancer justement dans une activité professionnelle, que ce soit Ok. sur de l'achat pour mise en location ou de l'achat-revente en tant que administrateur de biens, enfin Ouais. achat-revente. Au regard de ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais? Quel est l'écueil, par exemple, que tu aurais pu toi connaître? Ouais. Et qu'est-ce que j'aurais fait par exemple si j'avais pas eu la médecine? Exactement. De différents. Première chose qui pour moi est un basique, j'aurais pris une carte de mandataire immobilier, Capifrance, n'importe lesquelles, pour que à chaque fois que je vais sur un deal qui moi ne me convient pas, que je puisse quand même le vendre à quelqu'un d'autre. OK. L'élément central de la matière immobilier, c'est le réseau. Mmh. Et un bon agent immobilier te dira toujours que le faire savoir est beaucoup plus important que le savoir-faire. Et c'est vrai dans l'immobilier, parce que c'est une matière qui est pas complexe. On parle pas de créer une centrale nucléaire, on parle pas de piloter un avion, on parle d'acheter un appartement et de le revendre à quelqu'un qui lui voudrait l'acheter. Donc c'est du commerce. Donc premièrement, j'aurais pris une licence en tant que mandataire immobilier ou j'aurais fait un BTS profession immobilière pour devenir agent immobilier. Deuxième chose, j'aurais cherché à développer une audience sur Internet pour récolter des fonds. Parce que quand on veut être un acteur de l'immobilier professionnel, on va pouvoir acheter soi-même. On va faire 1, 2, 3 projets par an. Déjà 3 projets la première année, c'est déjà très beau de faire, allez, on va dire 3 achats-reventes ou 3 projets locatifs où je découpe, j'en vends un petit bout, ce qu'on appelle l'achat-revente partiel, qui est plus accessible que l'achat-revente complet. Au bout d'un moment, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, allez, on fait 2-3 ventes en tant que mandataire immobilier, on gagne 2-3 000, 4 000 euros par mois, mais au bout d'un moment, on est limité. Donc, il faut des fonds. Et il existe aujourd'hui en France beaucoup de gens qui ont des fonds, pas le temps pour s'en occuper, et qui seraient prêts à mettre un ticket de 10 000, de 20 000, de 30 000, en tout cas de participer à un projet. Et c'est pour moi une des pistes que j'aurais développées plus tôt. Si encore une fois, j'avais eu le temps. J'y avais pensé pour le coup, mais voilà, on peut pas être partout. Mais c'est ce que je ferais si j'avais que ça. Et par la suite, j'évoluerais avec mes biens à moi, plus les biens de d'autres personnes, vers pourquoi pas une partie de gestion locative et de syndic, pour une raison qui est très simple, c'est que dans le monde des agents immobiliers, il y a la transaction, la gestion, le syndic. La transaction, ça vaut 0, il n'y a pas d'exit possible. Parce que si moi je suis agent immobilier, j'ai beau faire 1 million d'euros de commission de chiffre d'affaires par an, si je suis plus là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est invendable. La gestion locative et le syndic, ça se revend parce que c'est une question de portefeuille. OK. Et notamment le syndic. Voilà, il y a certaines PropTech, pour ne pas les citer, Matera, qui sont sur le créneau, où il y a une vraie récurrence, il y a un vrai exit possible. Et j'aurais fait ça à l'échelle de ma commune, de mon petit village, de ma ville en question, beaucoup plus pour prendre des parts de marché sur cet aspect-là. C'est en tout cas le parcours que j'aurais emprunté. J'aurais joué sur ces 3 aspects, l'investissement, la transaction, la gestion, qui sont les 3 triptyques de l'immobilier. Et en fait, ils s'alimentent entre eux. Parce que quand tu as un portefeuille de 100 biens immobiliers en gestion, admettons, tu es agent immobilier, tu as une carte de gestion. Le jour où il y a une vente, évidemment, le propriétaire, il appelle d'abord son agence de gestion parce qu'il a vu qu'elle faisait de la transaction avant d'appeler celle de la rue d'en face. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grosses agences de transaction, en général, ce sont des grosses agences de gestion. Parce que la gestion alimente la transac et la transac alimente la gestion. D'où l'intérêt de faire tourner les deux. Et de ne pas faire que l'un ou que l'autre. Ouais, bien sûr. Dans un objectif, voilà, de vraiment vouloir avoir une belle croissance dans le milieu de l'immobilier, c'est ce que j'aurais fait. Et un truc qui a gardé en tête, alors je vais peut-être pas me faire des copains en disant ça, mais l'immobilier, c'est vraiment un milieu où il y a beaucoup de mauvais. Il y a beaucoup de mauvais diagnostiqueurs, il y a beaucoup de mauvais architectes, souvent parce qu'ils bâclent le dossier plus que par manque de connaissances. Il y a beaucoup de mauvais agents immobiliers, il y a beaucoup de notaires qui bâclent les dossiers également, souvent parce qu'ils sont débordés. Donc c'est un milieu où si tu es motivé, que tu fais les choses rigoureusement, que t'es pas margoulin, que tu fais pas trop vendeur de tapis, vraiment que tu bosses correctement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Faut savoir que c'est le milieu professionnel dans lequel il y a le plus de transition professionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun milieu en France où il y a autant de gens qui viennent, qui bossent un peu, puis qui arrêtent, puis qui font autre chose. Ou de gens qui faisaient autre chose, qui viennent, qui bossent un peu, qui continuent, puis au bout d'un moment qui arrêtent. Donc c'est vraiment un carrefour de passage professionnel pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes peu motivées, pas forcément très stables sur le plan émotionnel, parce qu'ils ont eu un burn-out ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'incompétences. Et donc, je pense que quelqu'un de compétent et rigoureux,
il a facilement la possibilité de se faire une place sur ce marché, quel que soit le domaine, hein, ou quelle que soit la ville, si jamais il est compétent et rigoureux. Ouais. Alors effectivement, comme tu l'évoquais, il y a toujours la possibilité de se faire sa place. Pour autant, le marché de l'immobilier a beaucoup fleuri ces derniers temps, Ouais. surtout avec une période où les taux d'intérêt étaient très bas pour les particuliers pour investir. Donc, c'était forcément intéressant de s'y mettre à ce moment-là. Aujourd'hui, si tu devais te lancer, quelle serait un peu ta stratégie comme ça pour aller chercher un peu tes premiers clients, que ce soit en transactionnel ou en locatif? Comment tu te... Alors bien sûr, quand on va peut-être pas parler, bon, on pourrait parler de Paris, mais c'est vrai qu'il y a des milieux plus ou moins concurrentiels que d'autres. Mais comment tu ferais pour t'implanter, te différencier? Je pense déjà que forcément le volet réseaux sociaux et marketing digital est essentiel. Okay. Il faut savoir aujourd'hui que 70% des agents immobiliers ou mandataires immobiliers n'ont pas de réseaux sociaux professionnels. Donc ce qui veut dire que en fait tu les trouves pas, sauf si tu vois une annonce sur le Bon Coin avec leur tête affichée en bas ou une pancarte dans le coin de ta rue. Je pense que c'est un premier levier. À l'ère du digital, c'est une matière qui a beaucoup de mal à se digitaliser sur plein de domaines. D'où la notion de PropTech, comme on disait tout à l'heure, et certains investissements que je peux faire. Donc, je pense que ce sera un premier point. Le deuxième point, c'est ne pas avoir peur de parler aux gens. À une époque, moi, j'ai eu des pairs un peu dans l'immobilier, des vieux agents immobiliers de la ville dans laquelle j'habite. Où la première fois que je les ai rencontrés pour visiter un appart, j'étais fasciné à la fois par leur attitude commerciale, par ce qu'ils arrivaient à faire, l'aura qu'ils dégageaient. Je pense à un monsieur en particulier qui est à la retraite aujourd'hui. Et voilà, j'y suis allé au culot, je lui ai dit, écoutez, j'adore ce que vous faites, je trouve que vous êtes un mec extraordinaire, est-ce que je peux vous inviter à manger? Et c'est comme ça que petit à petit aussi, j'ai réussi à me faire mon expérience. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à faire ça, pas hésiter à réseauter, pas hésiter à discuter et à poser des questions. L'immobilier, encore une fois, et tous les gens qui travaillent dans l'immobilier savent que c'est un métier de réseau. Donc, vous demandez à prendre un café ou à déjeuner avec quelqu'un qui fait de l'immobilier dans votre secteur, dans 90% des cas, il vous dira oui, même s'il vous connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en vous disant oui, vous allez pouvoir lui apporter du business. Et tout est question d'apport, en fait, hein, puisque c'est je connais un tel qui veut acheter une maison, moi j'ai une maison à vendre, moi je suis censé prendre 15 000 € de com, on fait moitié-moitié si tu m'apportes le client. Tout est question de commission d'apporteur d'affaires, et même dans l'immobilier, il y a des gens qui ne vendent rien, mais qui connaissent du monde et qui ne font que prendre des commissions d'apporteurs d'affaires, et ça peut représenter des centaines de milliers d'euros par an, surtout à Paris, pour le coup. Donc c'est vraiment pour moi, la base de la base, c'est ça, c'est pas avoir peur de parler aux gens, être simple et surtout établir des relations professionnelles, mais amicales, durables et sincères. Il faut pas avoir envie de baiser les autres. Il faut avoir envie de créer une relation où, on peut s'apporter des choses mutuellement. Tes valeurs m'intéressent. Je pense que on se synchronise sur pas mal de choses. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des verticales, des optiques dans le futur où on pourrait peut-être s'apporter du business, où on pourrait se rendre des services? Et le comandat, ce qu'on appelle aujourd'hui le comandat dans l'immobilier, c'est quand un agent immobilier rentre un mandat et il se dit tiens, j'ai pas forcément de client parce que j'ai rentré un mandat de local commercial et que moi je vends pas trop de locaux commerciaux habituellement, donc j'ai pas les gens pour les acheter. Mais tel agent, lui, il fait que ça. Je l'appelle, je dis écoute, j'ai rentré ça, moi j'ai pas forcément de clients, si tu as quelqu'un, n'hésite pas, on fait moitié-moitié sur la com. Il faut faire ça. En fait, il vaut mieux faire beaucoup de deals et prendre des plus petites parts de gâteau à chaque fois que se dire non, c'est mon affaire, c'est mon client, je veux partager avec personne. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche plus. Pour moi, c'est quelque chose qui marche plus. Et quand tu as cette flexibilité d'aller dans plusieurs milieux, de faire autant du primo-accédant, de l'appartement à 50, 60, 70 000 euros que du local industriel à 1 million d'euros, pour moi, c'est vraiment la clé du succès. C'est cette capacité d'adaptation et le côté aller parler aux gens, faire du réseau, sympathiser avec eux en étant sincère et sympa, simplement. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as pu, de par ton expérience et les gens que tu as pu rencontrer, et même toi peut-être perso, sentir une méfiance un peu, alors pas une méfiance, mais les personnes qui se disent là je vais passer par entre guillemets un indépendant, en tout cas au début, versus une agence bien établie comme la Forêt Century 21, que je recommande pas forcément, hein, mais pour citer des agences en place qui ont pignon sur rue, qui existent depuis des années. Ce sont des agences physiques, ce ne sont pas des réseaux de mandataires. Tout à fait. Et qui, du coup, peuvent apporter une certaine confiance, sérénité et qui engagent pas forcément sur la qualité du service rendu derrière. Est-ce que c'est toi quelque chose que tu as pu sentir
Et auquel cas, comment tu fais un peu pour gagner la confiance? Non, honnêtement, je l'ai jamais senti. Je pense que les gens n'y connaissaient rien. Okay. Honnêtement, une personne sur deux qui achète de l'immobilier, entre un mandataire, un agent immobilier, un commercial, un agent co, elle fait pas la différence. Ouais. C'est un mec qui vend de l'immobilier. Et fondamentalement, ça n'aurait aucun sens en fait de débattre de ça, puisque le débat pourrait être les agents immobiliers physiques, ils ont des compétences, pas les mandataires. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup d'agences immobilières qui emploient pas des commerciaux pour vendre des biens. Donc, mais un commercial, c'est ni plus ni moins qu'un mec qui aurait pu prendre une carte de mandataire. C'est vrai que le fait peut-être d'avoir fait un BTS provision immobilière et donc d'avoir sa propre carte de transaction t'amène un certain nombre de compétences. Mais je pense pas que ce soit un élément indispensable pour vendre beaucoup et bien de l'immobilier. Ouais. Donc, je pense que c'est un faux débat. Ok. Toi qui es dans l'écosystème entrepreneurial de par ton activité et tes investissements, tu le sais probablement que on cherche de plus en plus à se nicher parce qu'il y a de plus en plus de concurrents. Oui. Et donc on essaie de trouver un secteur de marché sur lequel on va pouvoir conquérir toutes les parts qui sont disponibles avant d'aller que d'autres arrivent. Exactement, et d'avoir des ambitions plus importantes et de viser plus gros. Déjà sur le plan entre transactionnel et locatif, est-ce que dans un premier temps il faut chercher à se nicher pour éviter de diversifier? C'est pas du tout la même typologie, même si ça va se nourrir. Voilà, pour lancer une activité, peut-être qu'il faut se concentrer uniquement sur un des deux. Ça, c'est toi qui vas pouvoir nous le dire de par ton expérience. Ouais. Et après sur la segmentation, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce que tu viserais sur le transactionnel et même sur le locatif des biens d'un certain standing ou qu'est-ce que tu ferais toi? Alors aujourd'hui, d'après toutes les études qui sortent de différents analystes, l'un des plus connus que tu vas peut-être connaître qui s'appelle Vincent Pavanello, qui est assez connu dans le milieu et qui fait une newsletter toutes les semaines que moi je lis scrupuleusement et je trouve son analyse pleine de sens. Il dit qu'aujourd'hui, ce qui marche dans tous les secteurs économiques, c'est soit le très très cheap, soit le haut de gamme. Okay. Et que c'est dans l'entre-deux où c'est la classe moyenne qui a pris la plus grande claque avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Les gens qui sont assez cheap, qui ont un niveau de vie qui est plutôt bas, de toute façon, ils achetaient pas. Donc, ils continuent de louer, et principalement du logement social. Les gens qui achetaient déjà beaucoup parce qu'ils gagnent 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois, ils continuent d'acheter et les taux d'intérêt ont pas vraiment modifié la donne pour eux. J'aurais un regard un petit peu mitigé par rapport au fait de se lancer dans l'immobilier quand on est un nouvel acteur sur ce marché, parce que quand on n'a pas de clients, on peut pas se permettre de sélectionner ses clients, je pense. Donc moi, ce que je ferais, si je devais me lancer sur ce marché, c'est que je ferais de la gestion et de la transaction en même temps. Okay. Encore une fois, par ce fait que c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. Ma transaction va m'amener ma gestion et ma gestion va m'amener de la transaction. Alors évidemment, ça demande du boulot. C'est pas à faire si on veut bosser 35 heures par semaine, mais c'est vraiment pour moi, sur le départ de la fusée, ce qui va permettre de lui donner le plus d'accélération, de faire un petit peu des deux. Après, en termes de, est-ce qu'il faut se nicher sur de l'ultra luxe, ce qui est le cas de le reportage de l'agence que tu as dû voir, la série L'Agence, où se cible vraiment là-dessus, ou de faire vraiment du primo-accédant, de la classe moyenne. Et mon but, c'est pas de sortir le pavillon à 2 millions d'euros dans le centre-ville de Paris ce mois-ci, mais c'est de sortir 50 studios à 200 000 euros. J'avoue que j'aurais tendance à aller vers la loi du nombre et donc à aller vers un marché qui est plus grand, où j'ai plus de prospects, plutôt que d'aller vers de l'ultra luxe. Mais je pense que les deux stratégies sont possibles, à savoir que dans l'ultra luxe, il faut aussi avoir une certaine autorité, une social proof, comme on pourrait appeler. Et si tu te lances en tant que mandataire immobilier, que tu n'as jamais fait de transaction et que tu te dis, moi, je veux vendre des biens qui sont très, très haut de gamme, si tu as le carnet d'adresse, pourquoi pas? Si tu l'as pas, je pense que ça va être long, en fait, à se lancer. Et quand tu lances ton activité, ce qu'il faut, c'est gagner des ronds le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si tu es dans l'insécurité permanente, alors certains diraient que ça drive, le fait de ne pas avoir à bouffer à la fin du mois, de se dire que tu vas finir sous un pont, je crois pas. Honnêtement, pour voir beaucoup de gens malheureux en insécurité financière tous les jours dans mon métier, je crois vraiment pas que pour la plupart des gens, c'est une bonne carotte. Je pense que la bonne carotte, c'est de se sentir bien dans sa peau, d'être équilibré, de savoir qu'à la fin du mois, on sera pas riche comme Crésus, mais on pourra manger correctement, on pourra faire des cadeaux de Noël à ses enfants. Donc, il faut que ça tourne. Et pour lancer la machine, c'est plus simple de le faire avec du studio qu'avec du pavillon haut de gamme, notamment par la clientèle et puis par le fait qu'il y en a moins et qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs sur ce marché, quoi. Ouais.
complètement. À l'inverse, sur des biens, effectivement, forcément moins prestigieux, tu peux avoir, plus de problématiques de locataires, Tout à fait. de contraintes. Plus, t'as d'autres contraintes. C'est des Ouais. choses qui sont des marchés qui sont différents, mais tu as un volume qui est plus important. Mmh. Et au début, je pense que notamment dans l'immobilier, il faut chercher du volume, de la quantité plus que de la qualité. Et par la suite, voilà, tu as 500 appartements en gestion locative, tu as 15 immeubles en syndic. Bon, tu as Transact, ça tourne, tu fais 3-4 ventes par mois. Bon, là, tu peux te dire, bon, moi, écoutez, le studio, voilà, le HLM, tout ça, j'arrête de faire ça parce que j'aime pas les gens, j'aime pas le milieu, j'aime pas machin. Tu fais ce que tu veux. Et là, tu peux te nicher, mais dans le sens inverse, ça me paraît moins logique. Mmh. En tout cas, c'est pas ce que je ferais. Ouais, bien sûr. Écoute, génial. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, déjà, pour tous ces partages, c'était vraiment top. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, un peu plus, de toi. Alors, on a bien compris que tu avais une palette d'activités, diverses et variées, que ce Yes. soit, par, tes passions, aussi bien perso que pro, puis maintenant ta vie familiale qui Ouais, prend un qui est bien autre, rempli, ouais. tournant. Ouais. Quelles sont, justement un peu, tes bottes secrètes pour gérer tout ça? Comment, tu gères ton temps? Alors, j'ai bien compris que tu passais, beaucoup de temps à travailler, mais justement, Ouais. comment tu fais pour pas te sentir, vidé quoi, au bout d'un Débordé, moment, ouais. débordé? Comment tu gères, j'imagine tu as forcément des temps off au bout d'un moment. Hem, Probablement que la partie, programmation neurolinguistique, te permet d'avancer sur certains sujets. Enfin voilà, je vais pas préjuger de ce que tu peux mettre en place, Bien sûr. mais c'était pour te poser un peu le cadre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, au Yes. quotidien? Alors, je pense la plus grande, la plus efficace des bottes secrètes que j'ai, c'est ma femme, qui travaille avec moi, dans l'entreprise, à temps plein. OK. Et je pense que quand on fait un métier où on travaille autant que ce que moi je fais, via mes différentes activités, le fait de partager cette passion, cette vision, ce projet, à la fois sur le plan personnel et professionnel, ça me paraît être quasi indispensable. Voilà, surtout si on veut éviter le divorce à 45 ans. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est difficile de dire j'encourage les gens à aller vers ce genre d'optique, mais mine de rien, moi, le jour où j'ai rencontré ma femme, je lui ai tout de suite dit que moi, mon rêve et ma vision, c'était de partager ce projet commun avec elle, parce que sans ça, bah forcément, quand tu es pas à la maison, comme c'est mon cas, enfin comme ça peut être mon cas, ou au travail de 7h à 20h le soir, et que même quand tu rentres le soir, bah, tu es sur ton téléphone, tu fais tes mails, tu réponds à tes collabs, etc. Si la personne qui partage ta vie ne partage pas ça, ça me paraît compliqué. Et Mmh. moi, à titre personnel, et je pense que ça concerne la plupart des êtres humains, j'ai besoin de mon système familial et de ce socle-là pour être bon, Mmh. pour performer. Et je sais que si elle était pas là, ou si ma petite fille était pas là, je ferais pas le quart de ce que je fais aujourd'hui. Donc je dirais quand même que c'est ma plus grande botte secrète, non seulement parce qu'elle a une efficacité du tonnerre, Mmh. mais aussi parce qu'elle comprend ce que je fais, elle est impliquée dans ce que je fais, et c'est pas mon projet, c'est notre projet. Mmh. Que ce soit le mien ou celui de ma famille au sens large, qui est assez proche. Donc je dirais que c'est le premier point Ouais. de travailler en famille, même si ça peut comporter des risques. Le deuxième point, c'est que moi j'ai déjà beaucoup étudié la gestion de son agenda, sa productivité. J'en ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube où, voilà, j'explique 2-3 trucs et astuces. Un des plus importants, c'est que j'essaye d'avancer sur tous les projets un petit peu chaque jour. Mmh. On a tendance, quand on a une sorte de multiprenariat, comme on peut l'appeler, à se dire, bon allez, le lundi, je travaille sur mon agence. Le mardi, je travaille sur mon podcast. Le mercredi, je travaille sur tel domaine. Le jeudi, c'est ma jour off, je profite de ma petite fille. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, chaque jour est un mélange de toutes ces matières. Ce qui fait que, déjà, en termes d'intérêt et de stimulation cérébrale, bah, j'ai pas de off. J'ai pas ce moment à 14h où, putain, je fais ma gestion immobilière depuis 8h le matin, j'en ai ras le cul, j'ai envie de faire autre chose, donc je suis pas efficace, je baisse en énergie. Moi, du coup, ça m'arrive jamais. Tu vois, ce matin, j'ai pris le train à Lyon très tôt. J'ai travaillé pendant 1 heure sur un business plan d'une opération que je suis en train de réaliser actuellement. J'ai travaillé 1 heure sur une conférence en ligne que je vais donner pour l'immobilier. J'arrive là, on tourne un podcast. En rentrant ce soir, je fais un bout de gestion locative, une petite demi-heure, 2-3, un ou 2 impayés à gérer. Enfin, tu vois, la journée, elle est très dynamique, et je rentre ce soir, je vais profiter de ma petite fille. Une fois qu'elle va aller dormir, je vais aller poser un peu de parquet dans mon château. Enfin, voilà, la journée est remplie de plein de choses différentes, et c'est ce qui permet de pas avancer en une journée en faisant un énorme pas, mais chaque jour d'avancer petit à petit sur Mmh. ces différents projets.
Je pense que c'est une deuxième botte secrète. Troisième botte secrète, c'est d'arriver à travailler dans des domaines où il faut absolument, je pense, faire des connexions, que ce soit de l'immobilier vers l'aspect médical. Alors pas forcément des connexions physiques en disant bah voilà, je fais de l'immobilier, je fais de la médecine, je vais monter une maison de retraite, c'est pas ce que je veux dire. Mais arriver à savoir que quand je suis bon dans l'un, je vais être meilleur dans l'autre, et quand je suis bon dans l'autre, je vais être meilleur dans l'un. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de créer ce groupe immobilier et pas d'aller investir dans une start-up qui fait de la food, par exemple, où je ne connais rien, ça aurait beaucoup moins de sens parce que je peux pas être excellent autant que je vais l'être avec une PropTech parce que je suis tous les jours dans le domaine. Voilà, je vais lire des articles du Wall Street Journal plusieurs fois par semaine sur l'actualité économique, notamment immobilière, dans le monde entier. Donc tout ça fait que ça me permet d'être meilleur aussi dans ma gestion locative, d'être meilleur aussi dans ma transaction, d'être meilleur dans mes opérations de marchand de biens, d'être meilleur dans le choix des startups dans lesquelles je vais investir. Et tout ça permet d'avoir une sorte de gros système, un gros cercle vicieux, une grosse locomotive, on va dire, qui tourne dans une direction qui peut paraître complètement éclatée pour certains. Et moi, on m'a déjà fait la réflexion plein de fois. Mais Tim, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es complètement déconnecté de la réalité. Mais tu peux pas faire de la médecine en même temps être papa, en même temps acheter un château, rénover ta maison, faire ton jardin, acheter un tracteur. Enfin, tu vois, on m'a fait des centaines de fois cette remarque-là. Et je pense que c'est faux. Je pense que la clé du succès, peu importe le domaine, c'est d'aimer ce qu'on fait, de toujours avoir de l'intérêt. Et moi, pour avoir de l'intérêt, il faut que j'arrive à sauter de projet en projet un petit peu tous les jours. Sinon, je me fais chier. Donc, je dirais que c'est la troisième botte secrète que j'utilise au quotidien, qui fait une différence en tout cas. Après, évidemment, en termes d'outils de productivité, tout ça, c'est des choses qu'on trouve assez facilement dans des bouquins, sur Internet. La gestion de son temps, créer une routine matinale, une routine du soir. Voilà, c'est des basiques. J'ai rien inventé là-dedans, quoi. Ouais, bien sûr. Tu te mets des jalons, un peu des cadres pour t'as beaucoup d'activités pour pas partir azimut, pour avoir toujours l'impression quand même d'avancer, ce qui est hyper important dans les projets, parce que si tu mets beaucoup d'énergie, et ce qui est le cas, et que t'arrives pas trop à mesurer un peu les résultats, la progression, la progression. Comment tu structures ça? Alors, j'utilise une méthode qui est très connue, ça s'appelle la méthode des OKR, que tu dois sûrement connaître, qui a été utilisée à la base par Google, si je dis pas de bêtises, ou par un des managers de Google, voilà, qui est utilisé par plein de boîtes aujourd'hui. On a au sein des différentes entreprises avec lesquelles je travaille des systèmes OKR qui sont en place. Moi, j'ai mon système OKR perso. Voilà, dans lequel je me mets des OKR, que ce soit pour le temps que je vais consacrer à ma famille, par exemple, le temps que je peux consacrer à l'entretien de la maison. Enfin, voilà, des OKR qui peuvent paraître pas du tout entrepreneuriales pour le coup, mais qui sont mes OKR perso, que je calcule par trimestre. Et chaque fin de trimestre, je définis tout un tas de jalons au fur et à mesure du trimestre auquel il faut absolument que j'ai fait ça. J'utilise un logiciel de gestion de ça qui s'appelle Asana, qui est assez connu, dans lequel je rentre mes OKR et j'ai mes différents jalons. Puis après, au quotidien, sur l'ensemble de mes tâches, j'essaie de rester axé, même si de par ma personnalité qui peut se disperser facilement, j'ai tendance à en rajouter à chaque fois et arriver à la fin des OKR. J'en ai accompli dès que j'avais pas prévu, et il y en a que j'avais prévu que j'ai pas forcément accompli. Mais j'essaie de rester drivé par cet axe, en tout cas. Alors tu disais, et c'est très intéressant, que des gens te disaient, et j'imagine des proches plutôt, qui ne comprennent pas forcément pourquoi tu fais autant d'activités, Bien sûr. Et je pense il y en a qui me détestent même à cause de ça. Je pense qu'il y a aussi quand même une partie qui ont peur pour toi. Est-ce qu'on peut comprendre, d'autres qui, ça peut être une forme de jalousie, ou il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Comment toi tu le vis et tu le perçois, et ça peut être le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, et a fortiori pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur projet, tu vois, là, tu as la chance, et c'est mérité, et je te félicite d'avoir cette assurance financière qui garantit pas tout, mais voilà, qui est forcément importante. Comment tu gères cette perception de l'autre? Une grande partie de ma vision par rapport à ça a basculé le jour où je me suis lancé sur les réseaux sociaux, pour être honnête. Il y a vraiment eu un avant et un après. Avant, sans vouloir me monter, j'étais la star partout où j'allais. Parce que voilà, j'étais dans les meilleurs à l'école, j'étais dans les meilleurs en sport. Comme j'ai fait beaucoup de danse, j'étais dans les plus vus en soirée. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu avant ça de haters, de gens qui m'aiment pas, jamais eu de conflit, de gens qui me respectent pas, qui m'insultent. Enfin, jamais eu de problème en fait avant ça. Et à partir du jour où j'ai décidé, voilà, de m'exposer médiatiquement et en fait de faire la même chose, strictement la même chose, mais de le dire dans le but
que peut-être quelqu'un à travers la caméra va se dire putain ce mec il est super inspirant, j'adore sa façon de penser, je vais faire pareil. Et c'est ce que j'espère faire avec ma chaîne YouTube et les différents réseaux sur lesquels je travaille, on va dire, au quotidien. À partir de là, vraiment, tout a changé. J'ai des amis qui sont plus devenus des amis. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ça m'est même arrivé d'avoir des amis à mes parents, tu vois, qui me regardent droit dans les yeux et qui me disent, mais comment tu peux faire une chose pareille? Et j'ai rien, mais attends, mais tu sais bien que je faisais pareil avant. Oui, mais comment tu peux le dire sur Internet ouvertement? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu dis que tu gagnes de l'argent. Je dis, mais attends. Mais si tu vends des légumes et que tu vas sur le marché, tu dis bien que c'est les plus beaux légumes du marché. Tu dis bien que tu sais cultiver des légumes. Bah oui. Ben, c'est exactement pareil. Si je veux inciter les gens à passer à l'action dans le milieu de l'immobilier, il faut bien que je dise que je gagne de l'argent dans l'immobilier, sinon les gens vont jamais. Enfin, quel est ton déclencheur? La plupart des gens, le déclencheur de faire de l'immobilier, c'est soit de préparer le futur pour avoir plus d'argent dans le futur ou pour en avoir plus maintenant. Mais c'est quand même la résultante. Oui, mais c'est pas pareil. Tu te rends compte avec le nombre de gens qui sont malheureux, comment tu peux oser dire sur Internet ce genre de choses? Et j'ai eu vraiment j'ai même eu des membres de ma famille qui m'ont fait des remarques complètement déplacées et qui aujourd'hui, pas m'adressent plus la parole, mais ont créé une distance vis-à-vis de moi, alors que je fais la même chose, je suis la même personne, je veux dire, rien n'a changé, mis à part que j'ai continué à progresser à peu près au même rythme dans lequel j'étais déjà parti avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, ça m'a apporté, pour le coup, un gros lot de problèmes par rapport à ça. Voilà, des soucis avec mes profs à la fac, avec voilà tout un tas de problèmes que je vais pas étaler, on va dire, dans le podcast, mais pour le coup, ça m'a apporté quand même beaucoup de problématiques. Heureusement, ça m'a apporté aussi beaucoup de bons avantages et notamment énormément de retours positifs. Il n'y a pas un jour où j'ai 15 messages sur Instagram en disant je viens de voir cette vidéo, c'est trop bien ce que tu fais, moi je voudrais faire ça, comment est-ce que je peux faire et de feedback positif par rapport à tout ça. Et c'est ce qui compense. Mais au début, honnêtement, si j'avais pas été entouré par des gens qui étaient déjà dans ce milieu-là, pour ne pas les citer, Yomi, Oussama, d'autres copains qui travaillent sur les réseaux sociaux, je pense que j'aurais arrêté. Honnêtement. Tu les as rencontrés comment? Comment s'est faite la connexion avec ces gens? Fruit du hasard, une story sur Instagram. Yomi, à l'époque, voulait travailler un peu sur son patrimoine immobilier, sur l'aspect immobilier. On a communiqué comme ça. Ensuite, je l'ai rejoint chez Mindio, qui est une école de formation, pour créer une formation destinée à l'immobilier. Ensuite, il m'a proposé qu'on la travaille ensemble et si je voulais la promouvoir, moi, en créant mes propres réseaux. J'ai accepté, puis voilà, on est devenus copains. Après, de l'un, j'ai rencontré Oussama, de Oussama, j'en ai rencontré d'autres. Et le cercle s'est fait un petit peu comme ça, quoi. Aujourd'hui, on est des bons copains. Tu regrettes ce passage sur les réseaux sociaux? Regretter, non, parce qu'aujourd'hui, la balance est plus en faveur du positif que du négatif. Mais si je l'avais fait seul, j'aurais arrêté, ouais. J'aurais arrêté parce que au final, ça m'apporte du business, mais pas dans des quantités astronomiques. Non plus. Je regrette pas, mais c'est pas facile. En tout cas, il y a eu des moments, des bad buzz qui me sont arrivés où des gens ont coupé des passages d'une vidéo longue sur des propos où je revenais sur mes propos après en coupant que les propos d'avant. Enfin bref, tout le lot qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, j'ai peut-être le défaut d'avoir un franc-parler où voilà, si je trouve qu'un truc est pourri, je dis qu'il est pourri et j'explique mon opinion. Et si je me suis trompé, je dis que je me suis trompé. Mais ça, voilà, ça plaît pas à tout le monde. Et c'est un monde parallèle, les réseaux sociaux. Pour le coup, c'est vraiment. Moi, je connaissais pas tout ça avant de me lancer. Moi, à la base, avant de me lancer sur les réseaux sociaux, j'avais pas LinkedIn, j'avais pas Snapchat, j'avais pas TikTok. J'avais pas mis de photos sur Instagram depuis 10 ans, de photos sur Facebook depuis 10 ans. Donc, pour te situer un peu le niveau d'incompétence que j'avais vis-à-vis de tout ça, et j'étais jamais sur les réseaux sociaux. Donc, ça a vraiment été une énorme découverte et je trouve qu'on voit tous les mauvais côtés de l'espèce humaine, on les voit sur les réseaux sociaux. Une grande partie. Et je sais pas si t'es sur Twitter, enfin X. Non, Twitter, non, ça, pour le coup, j'ai pas encore, mais c'est encore pire, il paraît. Là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Mais bon, après, si tu veux, moi, quelqu'un qui commente une vidéo où je parle d'immobilier, qui me dit t'es un mytho, t'es un menteur, t'es un escroc, t'es un connard, je m'en branle. Je l'emmerde même, je dirais. Mais quand c'est des amis de tes parents, des proches, qui voient je sais pas, un mec qui a fait une publication sur toi et qui explique point par point pourquoi t'es un menteur, bah forcément,
ça touche. Ouais, Si tu veux parce que tu veux pas ça, bah ouais. Et puis surtout, si tu veux, moi, si je le fais, c'est pour que ça puisse aider d'autres personnes à faire la même chose que moi. Évidemment, c'est pas désintéressé. Le but, c'est que ça m'apporte du business et de donner aux gens d'investir avec moi dans ma foncière, voilà, d'acheter mes formations. Évidemment, ça fait partie du jeu. Mais le but premier, c'est quand même que les gens en fassent plus. Et moi, voilà, moi, le Monopoly, je l'ai fini déjà, si tu veux. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui viennent jouer avec moi pour qu'on passe dans la catégorie d'au-dessus au Monopoly. Enfin, je veux dire, je suis papa, j'ai une petite fille magnifique, une femme magnifique, je vis dans un château. Aujourd'hui, on a 130 biens immobiliers en portefeuille. Le jeu, entre guillemets, la partie, elle est gagnée déjà. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui viennent, il y a un truc voilà, qui est un peu incritiquable, entre guillemets, donner ton opinion personnelle sur quelqu'un que tu connais pas. Je trouve ça stupide, mais malheureusement, c'est la nature humaine et ça fait partie du jeu. Alors, il y a une partie de ta vie qu'on m'a un peu parlé, qui est celui de la danse et de la danse quasi professionnelle de ce que tu me disais. Donc forcément, s'il y a une partie entraînement très exécutif, il y a quand même une partie artistique nécessairement que j'ai pas trop l'impression de retrouver dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que tu sens un manque par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire parce que tu peux pas arriver à ce niveau-là sans avoir développé un amour pour ce côté artistique forcément. Comment tu le sens? Quelle est ta position par rapport à ça aujourd'hui? Alors, il faut savoir que moi, je faisais du hip-hop comme discipline, et plus précisément du breakdance, donc une discipline très gymnique qui fait aujourd'hui partie des Jeux Olympiques de Paris 2024 d'ailleurs. Pour la première fois. Pour la première fois, voilà. J'espère que la France va aller chercher une médaille. Donc déjà, dans l'aspect danser au sens large, le côté performance physique et sportive était plus mon truc que le côté artistique. Et d'ailleurs, dans les quelques compagnies avec lesquelles j'ai bossé, ou les quelques groupes avec lesquels j'ai bossé, on faisait plus appel à moi parce que j'étais le petit gars costaud qui fait des saltos, qui tourne sur la tête, etc., plus que parce que je suis le poète qui va faire transpirer des émotions au public. Donc, j'ai toujours eu le côté artistique, parce que moi, j'ai fait des classes horaires aménagées musique quand j'étais petit. Donc, j'ai fait 8 ans de guitare au conservatoire, après beaucoup de danse. Donc, il y a toujours eu ce côté artistique-là, mais je pense pas que ce soit... je suis pas forcément quelqu'un de très créatif. Créer pas un truc qui me plaît énormément. Je me sens beaucoup plus vivant dans la performance, le fait de faire un truc plus vite, plus rapidement et mieux que les autres, et de copier-coller une méthode qui marche directement plutôt que d'inventer quelque chose from scratch, comme on pourrait dire. Et c'est pour ça que souvent, on me dit « Ah, mais toi, t'es entrepreneur et tout, c'est différent. » Moi, je suis pas entrepreneur. Moi, je suis un homme d'affaires. Je suis là pour repérer des bonnes affaires, les bonifier, les faire fructifier, les revendre ou les garder. Mais moi, je crée pas de solution à un problème pour répondre à un problème des gens, si ce n'est de leur proposer des logements. Mais je veux dire, j'ai pas créé quelque chose depuis le départ. Et je pense qu'il y a une grande distinction à faire, et c'est pas du tout les mêmes tempéraments entre un homme ou une femme d'affaires et un entrepreneur et même un investisseur. Je trouve. Tu continues à jouer de la musique? Non, plus du tout. Alors, c'est une histoire particulière. Comme je te le disais, moi, quand j'étais petit, j'ai une éducation qui est très sévère. Et en fait, arrivé au CP, j'ai été un peu con. On reçoit une pub d'une école qui était à Chalon-sur-Saône, pour ne pas la citer, qui propose des classes horaires aménagées musique. Pub que je mets dans mon joli carnet de liaison. Tu vois, j'ai 6 ans, je suis en CP, que je donne à mes parents. Mes parents se renseignent et ils se rendent compte que dans la ville, en discutant avec des amis, il paraîtrait que c'est les classes où il y a le meilleur niveau scolaire. Et comme mes parents étaient très exigeants sur les devoirs, fallait toujours que j'avais 18 de moyenne, etc. Sinon, j'avais pas le droit de faire de sport, notamment. Donc du coup, mes parents, en fait, m'avaient inscrit à cette école au mois de juillet. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était ma grand-mère qui nous gardait l'été. Le téléphone à la maison sonne. Je décroche et j'avais 6 ans. Et il dit oui bonjour, je voudrais parler à Madame Moirou Caroline, qui est le prénom de ma mère, pour l'inscription de son fils à la classe musique, s'il vous plaît. Et là je fais mamie. Je passe le téléphone à ma grand-mère et en fait mes parents m'avaient inscrit, donc ils m'ont changé d'école sans me le dire pour que j'aille en classe musique parce qu'apparemment c'était des bonnes classes. Donc ce qui fait que je suis un peu tombé dans la musique par défaut, contre mon gré. Voilà, après j'ai fait de la guitare, j'y ai passé des bons moments, mais ça a jamais été ma passion. J'ai dû en faire jusqu'à la fin de la 3e, la fin du collège pour avoir mon diplôme. C'est quand on fait 8 ans de conservatoire, on a un diplôme, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais j'ai jamais vraiment rejoué derrière. Mais par contre, ça me servait évidemment pour la danse. J'ai commencé la danse quand j'avais 6 ans.
donc le côté rythmique et l'analyse musicale pardon m'a pas mal servi. Mais mis à part ça, non, j'ai pas persévéré. Ok. Ah, dommage. C'est vrai que je connais des musiciens comme toi qui ont commencé par défaut et qui malheureusement ont pas, du coup, forcément développé une appétence, ou en tout cas un désir, un peu un amour pour la musique, ouais. Pour la musique, ouais. Pour te dire, j'écoute même pas de musique, j'ai aucune application de musique dans mon téléphone. Voilà, j'écoute jamais de musique. Ok. Même en faisant le sport, j'écoute plus des vidéos de motivation ou des podcasts et pas trop de musique. Donc j'écoute vraiment jamais de musique. Du coup, je connais aucun artiste, je connais aucun titre. Ouais. C'est vraiment pas du tout une sphère où je suis compétent, quoi. Ok, bon bah tu viendras peut-être sur dans le le futur, peut-être. C'est encore pas mal d'années Ouais, c'est vrai. pour changer. Est-ce qu'il y a un conseil que l'on t'a donné dans ta vie, aussi bien à titre pro ou perso, et qui t'a vraiment marqué, auquel tu te réfères, on va dire régulièrement, mais voilà, qui a été un peu marqué un tournant dans ce que tu peux entreprendre, que ce soit la médecine ou l'immobilier ou l'investissement? J'aurais un truc, je m'en rappelle très très souvent et c'est devenu une guideline même un peu dans mon esprit. Quand on était au lycée, j'avais un prof de physique-chimie qui était super bien, mais qui était très sévère sur les notes. Et ce qui fait que voilà, moi j'étais un peu en galère. J'arrivais péniblement à avoir 12 de moyenne, mais en bossant vraiment fort. En tout cas, j'avais l'impression de bosser fort. Et avec l'éducation que j'ai reçue, ça passait pas trop vers mes parents d'avoir 12 de moyenne en physique-chimie. Donc il fallait que je trouve des solutions. Et ce prof, il avait l'habitude de dire: arrêtez de râler, faites le job. Et c'est un truc voilà qui m'avait marqué. Et il répétait souvent ça: Timothée, arrête de râler, fais le job et tais-toi. Et c'est vrai que c'est souvent un truc où parfois je me dis: ah putain, telle galère, tel problème et tout, j'en ai marre. Et j'ai souvent cette petite phrase de ce prof que je croise de temps en temps, qui habite toujours dans la même ville que moi, et qui le sait probablement pas, mais qui a eu un impact énorme sur toute ma scolarité, parce que plusieurs fois je me suis dit voilà, que ce soit en première année de médecine, quand on bossait jusqu'à minuit le soir, et en médecine, faut pas croire, hein, on bosse beaucoup en première année, mais on bosse beaucoup dans les années d'après. C'est un peu une légende urbaine qu'on fait plus rien et qu'on fait que la teuf. Ben, plusieurs fois et régulièrement, je me dis: Timothée, tais-toi, fais le job. Et ça, pour le coup, ça m'a vachement aidé. Ça peut paraître un peu dur, c'est pas très émotionnel, mais moi, en tout cas, ça me convient au vu de mon tempérament, et je me répète souvent cette phrase. Ouais, c'est vrai que tu disais que jusqu'à nos 8 ans, c'est là où nos schémas vont pouvoir se développer. Mais je pense que sur cette phase un peu d'éducation, finalement, les messages que peuvent nous apporter les professeurs, ils peuvent avoir des impacts vraiment majeurs sur nos vies, aussi bien dans le positif que dans le négatif, hein, malheureusement. Ouais, c'est clair. Ça peut détruire des confiances, de dire: ah non, mais je pense que, par exemple, si quelqu'un veut aller dans une telle filière scientifique, je pense qu'il vaut mieux que tu ailles sur de la technique. Ouais. Ça peut et c'est ce qui est pas forcément justifié. C'est vrai qu'il y a, on voit beaucoup de personnes se révéler après sur du supérieur, ou c'est juste, c'est pas le bon moment. Il y a, en plus, c'est une période tellement complexe, l'adolescence, que tu peux te révéler sur le tard, et juste t'as pas trouvé les bons. Tu parlais voilà de mettre de l'énergie à un endroit pour pour progresser, que ce soit les études ou autre. Il faut y consentir et mettre de l'effort. Mais si ça vient pas de ta propre volonté, ça va pas marcher. Ouais. Et effectivement, ce genre de messages peuvent être aussi bien très bénéfiques. Exactement. Que délétères. Pour le coup, ça m'a parlé. Ouais. Et ça a été peut-être le prof qui m'a le plus prouvé que si vraiment tu travailles dur, c'est dur d'échouer. Et la réflexion qu'il faisait souvent quand je disais, c'était monsieur Da Silva, je crois, de mémoire. Et à chaque fois, tu vois, il nous rendait les copies, j'avais 12, puis il voyait ma tête, il faisait: qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, mais sérieux, j'ai fait tous les exercices du bouquin et j'arrive à avoir 12. Je comprends pas comment faut faire pour avoir des bonnes notes dans votre cours, quoi. Il dit: t'as fait tous les exercices du bouquin? Et non, j'avais pas fait tous les exercices du bouquin. J'en ai fait 2, 3. Il me disait: mais il y en a 15 dans le bouquin. Il me dit: fais les 15, tu verras ce que ça donne. Et quand j'ai commencé à faire les 15, je suis monté à 16, 17, 18. Et c'est d'où la réflexion où il disait: arrête de râler, fais le job. Et pour le coup, ça m'est encore jamais trop arrivé de travailler énormément, et vraiment d'avoir un échec, un gros stop où tout s'arrête malgré une quantité de travail importante que j'ai donnée. Pour le coup, je pense qu'on arrive, à partir du moment où on a une forte capacité de travail, on arrive toujours à rebondir. C'est peut-être je dirais même le truc où je me sens à titre personnel le plus exceptionnel.
voilà, je suis compétent pour faire de l'immobilier, mais je suis pas le pape de l'immobilier français. Je pense être présent pour ma famille, mais je suis peut-être pas le père le plus présent non plus. Je pense être un bon interne en médecine, mais je suis pas un ponte de la médecine non plus. Mais par contre, un des domaines où je pense vraiment très au-dessus du lot, c'est sur la capacité de travail que j'ai, parce que je peux vraiment travailler avec plaisir et rigueur de 6 heures le matin jusqu'à minuit le soir. Et pour le coup, c'est vraiment pas un euphémisme. C'est vraiment ce que je fais assez quotidiennement. Et je suis assez fier d'avoir cette compétence-là que tous les autres Pokémon du jeu n'ont pas forcément. Ouais. Et c'est, je pense, là-dessus que j'ai compensé à chaque fois que j'ai été moins intelligent que les autres, j'ai compensé par plus de travail. Parce que, enfin, je pense pas être brillant, quel que soit le domaine. Je pense juste, par contre, travailler beaucoup plus que la plupart des gens. Ouais. À la fois, d'ailleurs, sur des sphères très terre à terre, comme travailler beaucoup plus mes programmes d'investissement immobilier, travailler beaucoup plus mes activités de formation, travailler beaucoup plus mon savoir-faire, mais aussi mon savoir-être. Le fait que, voilà, si je lis un bouquin sur la gestion des émotions, moi, dans mes OKR, je me note d'appliquer tel et tel concept au quotidien. Et tous les matins, quand je me lève, j'ai un rappel sur mon Google Agenda, tâche à valider. Aujourd'hui, pas d'énervement. Et ça, pour le coup, c'est que du travail et de la rigueur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po Paris pour se mettre une tâche dans un Google Agenda en disant aujourd'hui, tu maîtrises tes émotions, pas d'énervement. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'aide au quotidien et je pense qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Ouais, génial, écoute. Donc, voilà un petit peu. C'est top. Tim, vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander, un entrepreneur, une entrepreneuse à qui tu pourrais me faire une introduction et qui viendrait partager son expérience et les apprentissages qu'il ou elle en a tiré jusque-là? Enfin, il y en a plein, mais qui seraient vraiment intéressants pour la sphère entrepreneuriat. Un des mecs de la sphère entrepreneuriat, enfin peut-être le plus brillant que j'ai rencontré, ça reste peut-être Oussama. Donc pourquoi pas, avec plaisir, si je peux vous mettre en relation et faire en sorte que cet épisode puisse sortir avec plaisir. Ok, génial. Bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux? Tu nous disais que tu étais sur LinkedIn. Yes, et sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Moi, j'ai une attention toute particulière sur YouTube pour développer du contenu qui soit pédagogique, qui est un peu plus pédagogique qu'un format court d'une minute sur TikTok ou sur Instagram. Donc YouTube, LinkedIn, Instagram, n'importe, tout est possible. Top. Bah écoute, je mettrai tous les liens en description de la vidéo et de l'audio pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes. Merci encore, c'était vraiment très cool de nous avoir partagé tout ça. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit en vidéo ou en audio, sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas à écrire à Timothée pour lui faire des retours sur l'épisode. Et si l'immobilier vous intéresse, à lui poser vos questions. Je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!